Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1, l'équilibre, cette chimère captive. Préambule. Il n'y a pas longtemps, je descendis paisiblement la rue de Tolbiac dans le 13e arrondissement de Paris, étant enfin débarrassé des courses du samedi matin. Sur ce tronçon de la rue, il y a des maisons plutôt hétéroclites, souvent remises en état à un moment ou un autre après la Deuxième Guerre mondiale, avec quelque part au milieu au moins un grand trou qui est là depuis quelques belles années et dont la valeur en vertu du terrain très prisé pourrait faire grimper encore le mètre carré à l'achat, déjà à un niveau qui doit faire saliver nombre de promoteurs. Impossible de ne pas être interloqué par cette verrue à l'envers, ce vide disgracieux, et je jetai donc un regard vers l'endroit, de l'autre côté de la rue. Au même moment, je fus envahi par un bruit étourdissant tout près de moi. Il se trouvait que j'étais seul au milieu d'un espace de quelques mètres, ce qui est assez rare à cette heure de la matinée, et ce fut un hasard heureux, le terme évoquant des circonstances fortuites et imprévisibles, puisqu'autour de moi s'étalaient alors par terre nombre de morceaux d'une substance en terre cuite dont la reconstitution aurait permis de conclure à la casse d'un pot de fleurs. On comprendra que je fus d'abord occupé à reprendre mon souffle, en m'arrêtant net devant le petit tas de terre désormais dénudé, et dont surgissait un mélange de feuilles cassées et de boutons de fleurs qui étaient désormais condamnés à ne plus jamais éclore. Des azalées peut-être ? Que l'association d'idées soit pardonnée à l'économiste. Des fleurs dans un contexte aussi malencontreux font penser au malheur point virtuel comme ici, mais bien réel qui frappa jadis de nombreuses personnes victimes de la tulipomanie. Il s'agissait au milieu des années 1630 de promesses de vente pour des bulbes d'oignons se négociant à des prix de plus en plus vertigineux, jusqu'à l'éclatement de la bulle spéculative. Était-ce réellement la première crise financière ? Rue de Tolbiac ? Qui avait bien pu être le malfaiteur responsable de cet événement malencontreux ? Si tant est qu'il y en eut un. Ma première réaction consistait alors à vouloir fuir le lieu précis où la chute d'un pot de fleurs avait failli avoir raison de mon désir, plus ou moins appuyé, de survie. Cette réaction est, paraît-il, générale et naturelle aux yeux des psychologues en pareilles circonstances. On l'a échappé belle, il ne faut pas tenter le sort. Je traversai donc la rue, au fond contente que personne n'ait observé ce qui s'était passé, et sans qu'il y ait eu la moindre réaction venant de l'un des étages de l'immeuble devant lequel le maléfique objet s'était écrasé. Ayant procédé à mes petits achats chez mon Vietnamien préféré, je puis enfin poursuivre mon chemin à faire, sans encombre et essayant de recomposer le déroulement qui avait occasionné mon effroi ô combien justifié. Une première conclusion rassurante paraissait indéniable. Sûrement personne n'avait agi volontairement de la sorte. Il reste donc simplement la version de l'incident qui par chance, n'était pas devenu un accident. Un pot de fleurs avait glissé de l'un des étages supérieurs, dont les logements étaient à ma connaissance occupés par des retraités ou leurs ayants droit, conscients des avantages procurés par la municipalité du 13e arrondissement parisien. Toujours est-il que ce malheureux pot de fleurs a fini par faire des siennes, sans prévenir. Le propriétaire n'avait sans doute pas estimé qu'une telle mauvaise conduite de son végétal était possible, il n'y avait même pas pensé. Or, en matière de mauvaise conduite, il reste peut-être la possibilité qu'un diablotin ait voulu se venger d'une punition consécutive à une mauvaise note obtenue, au fond pourquoi pas ? Pour renouer avec des considérations plus matérielles, il est vrai qu'on observe des fois des attaches destinées à résister aux coups de vent venant balayer les rebords des fenêtres, pourtant d'une précarité évidente. Dans la vie courante, personne ou presque ne veut voir le risque infinitésimal. Plusieurs réflexions viennent alors à l'esprit. D'abord, un objet de taille réduite, en lui-même inoffensif pourvu qu'il ne s'agisse pas du tir d'une balle réelle, peut se transformer en danger pour la vie si les circonstances s'y prêtent. Ensuite, un danger reconnu au départ comme tel peut néanmoins être balayé, si sa concrétisation paraît suffisamment improbable. D'aucuns consentent ainsi de se rendre dans des contrées du monde sur lesquelles pèsent des dangers bien connus, chacun pensant qu'il n'y a pas de raison que quelque chose lui arrive à lui. Or, les cataclysmes collectifs ne donnent lieu à aucune considération préalable, n'évoquent ni imprudence ni vantardise, ils frappent tout simplement, et c'est ici que le souvenir du World Trade Center s'impose en premier. Certes,
Il faut admettre que des avertissements concernant des actions terroristes avaient précédé le 11 septembre, mais ils avaient été suffisamment flous pour ne conduire à aucune véritable tentative de prévention. Le parallélisme, bien qu'on frôle ici une sorte de blasphème, se fait jour en finance depuis la crise de 2008, en négligeant sur ce plan des soubresauts antérieurs communément désignés par des termes tels que très forte volatilité. Avant l'effondrement de la banque Lehman Brothers, très rares avaient été les appels à la prise de mesures de protection sous la forme de barrières à ne pas franchir en matière d'utilisation d'outils financiers tels que les multiples dérivés dont éclosion ininterrompue ne devait certes pas rendre des actions de sauvegarde faciles, mais après tout, le métier des banquiers c'est la banque. Dans le cas cité comme dans d'autres, les choses ne s'étaient pas arrangées, ce que beaucoup, même parmi les experts considérés comme tels dans ce domaine, avaient pourtant espéré jusqu'au dernier moment. Il est vrai que les certitudes ont depuis quelque temps reculé dans tous les domaines, tant les faits les ont contredites. Cependant, et contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, ceci n'a pour l'essentiel pas conduit à des démarches décisives et innovatrices en matière de gestion dans les sphères individuelles et collectives, mais plutôt à l'embarras devant l'effondrement de ce qui fut et qui n'est toujours pas remplacé, telle la maison manquante de la rue de Tolbiac. Pourtant, lever les bras ne semble pas être une solution. Dans la suite de ce texte, il sera d'abord tenté de regarder de près la notion d'équilibre qui hante toujours la science économique. Il s'agira de démonter cette notion, condition préalable pour pouvoir par la suite trouver des voies de sortie d'une impasse, qui ne constitue aux yeux des économistes hétérodoxes qu'un immobilisme en mal d'avouer sa toile de fond idéologique. Dans un deuxième temps, et en enchaînement avec les carences constatées pour cause de non-reconnaissance de la vie économique réelle, l'irrationalité des comportements devra enfin gagner la place qui lui revient et pour laquelle se battent tout de même depuis un certain temps de nombreux chercheurs. Le fondateur de cette nouvelle discipline appelée behavioral economics, économie comportementale, est Benoît Mandelbrot qui a cherché à familiariser les économistes avec l'idée que toute modélisation qui se limite à des calculs dans un cadre rationnel négligera forcément des pans entiers des attitudes non seulement des représentants du monde de la finance, mais à travers eux celles des sujets économiques que nous sommes tous. La troisième partie fera reculer les perspectives telles qu'elles ont été dessinées dans le contexte présent, pour se diriger vers une véritable prospective qui impliquera l'abandon de la tendance lourde, et la poursuite d'une évolution différente. Il s'agira en effet de diriger le monde de la finance qualifié souvent de chaotique, en vertu de la volatilité jugée excessive des titres qu'il gère, vers un avenir plus volontariste, au service, si on peut dire, de la croissance tant désirée. La science du chaos est certes encore à ses débuts, mais des juxtapositions avec la vision probabilistique seront menées, pour dépasser enfin le stade des tâtonnements. 1. Symétrie, harmonie, équilibre. La fausse idée d'une neutralité invariante. Symmetry, the equal strength of adaptive force, is both the starting point and the conclusion of the GE theory. Or, avant d'examiner les différents aspects et évolutions dans le temps qu'a connu la théorie de l'équilibre général, il convient d'interpréter les composantes qui, directement ou indirectement, ont permis à ce pilier de la théorie économique de se maintenir contre vents et marées jusqu'à nos jours, malgré les mises en question devenues nombreuses depuis quelques décennies. Il faut alors lancer un avertissement préalable. S'il s'agit certes ici de traiter des problèmes que rencontre la théorie financière et plus encore l'application de cette théorie dans le contexte présent, force est de reconnaître que les questions à poser doivent se situer devant une toile de fond beaucoup plus vaste que celle des considérations concentrées sur les mouvements transactionnels. Or, la symétrie est au départ un concept ambigu qui ne saurait se suffire sur un plan autonome, mais qui a besoin d'une référence. En regardant l'être humain, la symétrie supposée révèle sa vraie nature, de par une non-congruence remarquable imputable à un centre nerveux qui est loin de s'adresser de la même façon aux deux côtés du corps. Sans chercher à approfondir cette constatation qui appartient à proprement parler au domaine médical, un autre fait nous est plus familier. Nous sommes droitiers ou gauchers et les ambidextres sont rarissimes. Qu'en est-il donc de la symétrie ? On peut être convaincu qu'elle n'a jamais existé au plan de l'exercice de nos facultés, puisque des représentations très anciennes témoignent déjà de cet état de fait.
Les deux images reflètent sans l'ombre d'un doute des attitudes de droitier. L'homme à la hache, aussi bien que celui qui tient son cheval, n'avait sûrement pas d'autre réflexe que celui du droitier. Il est par contre très intéressant de constater que la représentation anthropomorphe en I est en tant que telle nécessairement symétrique. Qu'il nous soit permis d'insérer ici une remarque qui jette déjà un pont vers le deuxième concept à évoquer, l'harmonie. En regardant l'homme à la hache et l'homme avec son cheval, on a aussi l'impression d'une certaine harmonie. La hache ne semble point être dirigée vers un ennemi, mais plutôt vers des activités domestiques, et le cheval paraît déjà passablement domestiqué pour supporter à la fois la tâche et l'autre animal domestique qui ressemble à un chien. Or, les deux représentations témoignent du souci de se conformer à la symétrie suivant le design en Y. Ceci signifie que la symétrie doit être en quelque sorte surveillée et constamment corrigée, dès que l'on pose un pied devant l'autre. Nous rencontrons donc ici une situation qui sera qualifiée plus tard par la théorie économique, d'équilibre instable, ou encore d'équilibre dynamique, faisant ainsi appel à la nécessité d'une intervention, au plan économique certes, mais au début bien au-delà. En effet, en reprenant l'exemple de la marche, c'est notre centre nerveux qui assure le redressement immédiat d'une situation qui autrement deviendrait menaçante, dans la mesure où la chute serait inévitable. Il est tout de même indiqué de s'arrêter un instant et de se demander quelle est la véritable signification de ce mécanisme. La nature nous en a équipés pour faire en sorte que nous puissions remédier sans même nous en apercevoir, à une sorte, de quoi au juste? D'un manque, d'une défaillance virtuelle programmée? Comment l'appeler? Toujours est-il que lorsque le centre de commande est perturbé, la stabilité en tant que fonction de la symétrie est effacée. Il faut donc une intervention, même si nous la considérons comme naturelle et que nous en sommes inconscients. Or, même si la comparaison peut ressembler à une culbute, il sera exposé ultérieurement qu'il faudra bien une intervention consciente et point inconsciente, pour que les multiples circuits, y compris ceux de l'économie et envisagés par le génie humain, ne deviennent les victimes de cataclysmes dévorants. Pour reprendre l'image du corps humain, nous savons que pour la grande majorité d'entre nous, le côté droit est privilégié, de sorte que l'ensemble des outils quels qu'ils soient est conçu en fonction de cette prédominance. Encore aujourd'hui, la médecine n'est capable d'expliquer que le comment entre droitier et gaucher, sur la base du fonctionnement des centres nerveux, mais guère le pourquoi. L'homme à la hache, l'homme et son cheval anthropomorphe en I. Sur le chemin de l'analyse économique, en quittant la symétrie d'appel du corps humain, il vient alors à l'esprit le concept de la symétrie écartée. Il s'agit du désir d'aucun de gagner sur la part des autres, ce qui peut se révéler au moins de deux façons différentes. Il peut s'agir de l'asymétrie de l'information, en ce sens que les détenteurs du capital ou leurs mandataires gestionnaires disposent généralement d'informations beaucoup plus complètes que leurs collaborateurs qui mettent à contribution leur force de travail, non seulement physique. En conséquence, la symétrie nous échappe, ce qui est malheureusement le plus souvent une question de moyens financiers. Or, le manque de symétrie en matière d'information est de nos jours souligné vigoureusement quant à ses liens avec les inégalités sociales, par des chercheurs comme Joseph E. Stiglitz, un des économistes hétérodoxes les plus profilés sur ce plan. Étroitement lié à ce qui précède, est le délit d'initié, par lequel un personnage profite de renseignements que d'autres ne possèdent pas, et réussit à s'enrichir jusqu'au jour peu certain où l'irrégularité juridique de son comportement est découverte et la sanction imposée. Une initiative a donc dû être prise, aucun redresseur de tort n'ayant surgi ex nihilo. Lorsque le malfaiteur est effectivement pris au piège, ce qui survient tout de même de temps en autre, la barre sera redressée, conférant de la sorte l'image de la symétrie retrouvée et du cap corrigé. Les médias en parlent et le public est content que justice ait pu être faite, mais de nombreux individus pourront se dire qu'ils l'ont échappé belle, et que donc le pot de fleurs n'est pas tombé loin d'eux, mais bon. Le manque de symétrie se révèle comme l'une des images clés de l'économie de marché. Les oligopoles en tant que configuration dominante témoignent d'un déphasage permanent et trop souvent nié. Ce contexte sera évoqué plus en détail, sachant qu'il paraît difficile d'envisager des changements importants sur ce plan, les problèmes qui accompagnent ces structures étant intimement liés à l'environnement réel aussi bien que financier.
Concernant précisément le domaine financier, Thierry de Montbrial se sert de l'exemple du moral hasard pour souligner l'abus de position dominante ainsi que les effondrements qu'elles peuvent engendrer. Surgit alors le spectre de la banque Lehman Brothers, qui, confiante en son importance pour le secteur bancaire et l'économie des États-Unis dans leur ensemble, se croyait à l'abri de la faillite qui lui fut néanmoins signifiée par le Trésor des États-Unis. Même si les éclats de la casse ont alors blessé nombre d'innocents incrédules, il n'est pas certain que pareille mésaventure ait inspiré plus de moralité, ou plutôt d'éthique à l'ensemble de la branche. Au deuxième plan, si on veut, plus philosophique, l'analyse de la symétrie dépasse le contexte strictement économique, ce que nous croyons être admissible dans le cadre de cette étude et au service de l'interdisciplinarité souvent appelée à l'aide lorsque l'économie et la finance à elles seules se trouvent dans l'embarras. Peut-être est-ce la neuroéconomie qui permet ici de jeter un pont vers les comportements de tous les jours, qui nous échappent dans leur grande majorité et qui néanmoins s'intègrent dans les considérations portant sur la symétrie. Il en sera davantage question dans la deuxième partie de cette étude, lors du questionnement de la rationalité des comportements en général, mais il convient d'évoquer dès maintenant certains profils dont l'enracinement mérite d'être souligné. Ainsi, ce qui suit peut d'abord paraître anodin pour révéler progressivement ces pièges. Mentionnons d'abord la différenciation très générale entre droit et gauche. Tiens-toi droit, doit-on entendre lorsqu'enfant on se recroqueville sur sa chaise au moment des repas ou de devoirs scolaires. Lorsque par ailleurs on fait preuve de peu d'aptitude de bricoleur et ce qu'on soit enfant ou adulte, on se fait qualifier de maladroit. Ce qualificatif se retrouve également au plan de la gestuelle, ne pas ouvrir une porte pour que quelqu'un puisse passer le premier, ou du langage, puisqu'il peut être maladroit de dire certaines choses qu'il eût été préférable de taire ou du moins d'exprimer autrement. Entre-temps, le lecteur a probablement deviné la suite. Au plan politique, le langage usuel acquiert un poids beaucoup plus important lorsqu'il s'agit de distinguer les partis. La droite et la gauche, loin de servir uniquement à l'évocation de personnalités ayant telle ou telle caractéristique ou poursuivant tel ou tel objectif ou programme plus ou moins clairement défini, gardent à ce jour un biais hélas point virtuel. Pour ce qui est de la droite, il est fait abstraction ici de mouvements extrémistes, elle s'appuie sur un long passé de conservation, ce qui lui a apporté de label de conservateur. Aujourd'hui, ce label a certes perdu de sa superbe, mais il n'a pas changé de signe qui reste positif. Il s'agit ainsi de conserver ce qu'on a pu conquérir ou souvent acquérir, et cela en vaut bien la peine. La gauche, et quoi qu'on en dise, reste sur la défensive, et le fait que cette affirmation vaille aujourd'hui au premier comme au deuxième degré ne change rien à l'essentiel. Bien entendu, on peut de nos jours mentionner le fait d'être de gauche sans trop craindre pour la poursuite de sa vie professionnelle, mais il reste le lointain rappel de mai 68, lorsque fin juin tout était rentré dans l'ordre, chez Renault aussi bien qu'à l'université, un soupçon restant du désordre, puisqu'à la Sorbonne l'assistant ne porte plus que rarement la serviette du professeur. Avant de passer à un concept voisin quoiqu'encore plus large, il peut être indiqué de placer la symétrie, pourvue de tous les points d'interrogation auxquels il a été fait allusion, en face de la démocratie. Or, c'est presque chose faite, puisque les préférences évoquées ci-dessus laissent anticiper un contexte global assez flou pour qu'il faille le préciser. En effet, la symétrie au sens le plus large ne constitue guère le support qu'on aurait pu souhaiter par rapport à ce concept toujours en devenir. Cependant, être conscient de la fragilité démocratique peut constituer une aide qui ne devra pas être une béquille. Il est donc nécessaire d'agir et ce à tous les niveaux, et les réflexions qui suivent permettront progressivement de voir se concrétiser les initiatives qui s'imposent aujourd'hui au plan de la finance. En attendant, l'échafaudage virtuel qui sera celui de ce livre s'adresse également à des travaux menés certes par des philosophes, le contexte économique faisant néanmoins le plus souvent partie de leurs considérations et études. Surgit alors un deuxième concept, celui de l'harmonie. Les interprétations différenciées de l'harmonie. Il n'est point difficile de dénier toute connotation harmonieuse à la finance des temps présents. En fut-il toujours ainsi ? Ceci nécessitera un regard vers un passé assez lointain, alors qu'à l'heure actuelle les parties prenantes d'une construction financière globale et rénovée, en préparant un BAL 3, dont il sera question ultérieurement,
constate que le chemin vers un état d'harmonie paraît à la fois long et fallacieux. Il semble alors utile d'avertir le lecteur que les concepts évoqués d'harmonie, et par la suite d'équilibre, ne seront pas situés dans un cadre chronologique, mais plutôt cités en exemple pour illustrer le propos qui se voudra normatif plutôt que positif. En effet, si ce qui est mérite d'être rappelé, il conviendra de dépasser la constatation de l'état de fait et de dessiner des chemins d'avenir porteurs. Or, pour ce qui est de l'harmonie, les figures éminentes de la Grèce antique nous ont légué des considérations qui ne peuvent qu'enrichir nos réflexions, y compris celles qui sont orientées vers l'avenir. C'est ainsi que Platon et Aristote, héritiers de Socrate, insistent sur les imperfections de ce monde et des individus qui le peuplent. Pour ce qui est du premier, l'harmonie se trouverait dans la cité idéale qu'il craint d'être hors de portée, de sorte qu'il se concentre sur la cité possible. En effet, l'idéal serait de priver les individus quels qu'ils soient de tout droit sur la richesse sociale, ce qui est une considération ô combien moderne. De sorte que dans la cité possible, Platon évoque l'obstacle des inégalités économiques en présence depuis de nombreuses générations. Or, s'il admet que la communauté des biens des femmes et des enfants ne constitue guère un vœu réaliste, il envisage une confiscation des grandes fortunes en vue de l'instauration de l'harmonie sociale dans la cité. Dès lors, il est aisé de faire le pont à travers au moins 2 millénaires, en pensant à l'impôt fortement progressif tel qu'il est proposé de nos jours notamment par Thomas Piketty dans son ouvrage « Le capitalisme au XXIe siècle ». Dans les lois, Platon s'efforce de limiter le gouffre qui plane entre la cité idéale et la cité possible. Il insère l'organisation économique dans l'organisation sociale, et là encore nous rencontrons une vision étonnamment moderne, dans la mesure où règne, jadis comme aujourd'hui, une liaison à double sens entre les deux concepts. Les classes inférieures de Platon se retrouvent dans des textes comme celui de Nicolas Jounin où le gouffre entre les classes sociales est invoqué certes sans haine, mais en tant que réalité manifeste. Ainsi, ce qui était exclu pour Platon reste limité sinon exceptionnel de nos jours. Lorsqu'on est sans travail, les portes de la culture s'ouvrent difficilement, alors que les personnes venant d'un milieu traditionnellement cultivé auront moins de mal à se réinsérer dans le contexte économique dans le cas d'un passage à vide, momentané. Concernant la cité possible, Platon reste assez pessimiste et laisse entrevoir des doutes quant à la volonté des citoyens de réaliser des progrès qui seraient bénéfiques pour tous. De sorte que l'harmonie dans la cité reste problématique, et l'équilibre de la vie collective qui devrait en résulter, un jeu de levier entre les mains de quelques-uns, et sûrement pas une évolution naturelle. Néanmoins, Platon s'efforce d'être convaincant en appuyant son argumentation surtout sur ce que Th. de Montbrial appelle l'hypothèse de la convexité. En effet, si de nos jours cette hypothèse qui est celle des rendements décroissants est très généralement contredite par les faits, elle signifiait pour Platon l'effort qu'il consacrait à l'explication qu'une consommation débridée du fait de ceux qui en avaient les moyens, procurait une utilité et donc une satisfaction fatalement décroissante. Ici encore, on peut être tenté de jeter un regard sur notre monde moderne, où les rendements au plan de la production ne sont le plus souvent pas décroissants, et où le lucre dont bénéficient certains, exemple, les champions de boxe ou de football, ne semble guère leur procurer des satisfactions décroissantes. Si Aristote, 384 à 322 AV. J.C., reste comme Platon hostile au lucre, sa vision est plus ciblée et concentrée sur les aspects proprement économiques tels qu'il les perçoit. La crématistique, l'économie d'argent, n'a pour lui rien de naturel, cet attribut étant réservé à l'échange qui est à la base du lien social. Peut-on aller aussi loin que de comparer cette interprétation avec le voile d'argent, jeté par-dessus de l'économie par certains tenants de l'économie néoclassique? Pour rendre justice à Aristote, il convient alors de préciser qu'il condamne cette économie d'argent, alors que les économistes attachés au courant néoclassique, parlant d'un voile, font mine de priver l'argent de son agressivité inhérente. Ainsi, pour Aristote, l'argent dérange, il s'oppose donc à l'harmonie dans la cité. Il est par ailleurs remarquable de trouver chez Aristote la différenciation établie entre la valeur subjective et la valeur commerciale du bien qui fait l'objet de l'échange. Une telle conception bicéphale de la valeur se retrouve plus tard jusque dans les théories modernes, sous différentes variantes, comme il sera exposé par la suite.
En étudiant Aristote, par contre, on a l'impression que l'argent ne joue même pas le rôle d'un mal nécessaire au titre du lien social. On sent ainsi chez Aristote le regret de l'abandon du troc, et avec lui la perte d'harmonie dans la cité. L'interprétation de l'idée d'harmonie devant un horizon véritablement vaste, parce qu'allant de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, ne saurait faire abstraction de l'œuvre fondatrice de Max Weber. Donnant en effet indirectement raison à Aristote, l'auteur souligne le droit de disposition souverain et sans égard aucun qu'exerçait la polis grecque, spécialement la démocratie, sur la fortune privée de ses citoyens. D'une manière que le Moyen Âge n'a jamais connue. Il ne faut certes pas oublier qu'un souci majeur était pour Max Weber l'évolution du capitalisme, de sorte que cet aspect constitue également un fil rouge dans le cadre de son ouvrage principal. Les époques du déclin des États antiques étaient ainsi celles de l'effondrement du capitalisme naissant, l'esprit entrepreneurial étant bloqué pour cause d'absence d'appât du gain. Puis, au sujet du Moyen Âge, l'ordre de la monarchie, si bienfaisant pour la masse des sujets, signifiait précisément la mort du développement capitaliste et de tout ce qui reposait sur lui. Nous sommes bien entendu en droit de poser la question de savoir si un état d'harmonie peut coexister avec un état de soumission, moins évident dans les cités grecques antiques que dans les monarchies du Moyen Âge. En définitive, le concept d'harmonie a gardé une connotation ambiguë qui ne semble pas avoir disparu. Il s'est affirmé davantage au XIXe siècle, sur des bases dépassant celles de l'organisation économique, de sorte qu'il est question alors d'harmonie sociale, mais nous voyons aujourd'hui que la finance constitue justement une des pierres d'achoppement auxquelles se heurtent de tels efforts. Pour ce qui est de Simonde de Sismondi, il fait figure de réformateur, de sorte que les initiatives qu'il propose ne visent point un basculement du système dans lequel il vit. Celui-ci était au XIXe siècle, déjà résolument capitaliste, de sorte que la grande majorité des hommes subissaient les lois non écrites de la finance sans avoir de l'emprise sur elles. Est-ce que dans les faits, la situation est tellement différente de nos jours ? Peut-être en théorie, mais les sondages révèlent que la grande majorité des citoyens ont du mal à définir un concept tel que le marché monétaire. Toujours est-il que Simonde de Sismondi espérait pouvoir tendre vers l'harmonie, sans se faire trop d'illusions au sujet des avancées possibles. Un véritable changement serait, pense-t-il, presque au-dessus des forces humaines. C'est donc finalement un constat de carence auquel il se livre, laissant la finance à son sort de prospérité continue. Les positions prises par John Stuart Mill sont tout de même très différentes. Son harmonie sociale à lui vise résolument l'ensemble du système économique qu'il ne veut certes pas détruire, mais qu'il veut rendre plus juste dans l'intérêt du plus grand nombre. Point hostile néanmoins à l'idée du communisme, il estimait que l'harmonie sociale, et donc une répartition plus égalitaire des richesses, était possible. L'épanouissement de l'individu qu'il espérait ainsi rendre réel, allait néanmoins en sens contraire de l'idéal communiste qui n'a jamais cessé d'affirmer l'impérieuse nécessité de l'égalitarisme. Admettons que l'égalitarisme puisse s'imposer, ne serait-il pas in fine à l'opposé de l'intérêt commun ? La question a souvent été posée. Quant à John Stuart Mill, et en dépit d'affirmations qui semblent aller en sens contraire, on est en droit de se demander si sa pensée n'était pas essentiellement imprégnée par le rayonnement et l'individualisme inhérents au siècle des Lumières. La symétrie et l'harmonie se présentent en conséquence comme deux concepts essentiellement normatifs qui n'ont rien de naturel. Il faut donc, ou disons plutôt il faudrait agir, pour qu'ils acquièrent un caractère positif dans nos sociétés. Ils appartiennent à la modélisation de l'équilibre tant convoité, dont l'existence constitue l'une des pierres angulaires des théories économiques et financières. On peut estimer que la symétrie et l'harmonie se prêtent plus facilement à la démonstration de ce qui est inachevé, sans qu'il y ait des synergies qui puissent mener vers un état d'équilibre. Sur la base de ce qui précède et concernant la symétrie, on peut citer au premier degré l'utilisation biaisée des membres du corps, et au deuxième degré les attributs également biaisés, des qualificatifs de gauche et de droite. Pour ce qui est de l'harmonie, la pacification opérée par les gouvernants peut être considérée comme se trouvant au deuxième plan, alors que la liberté intellectuelle peut être envisagée à un niveau supérieur du même concept. Il n'est guère nécessaire de souligner le fait que les achoppements concernant la symétrie comme l'harmonie sont omniprésents,
et qu'il manque des barrières protectrices à l'image de celles qui auraient pu retenir le pot de fleurs virtuellement assassin. Dans la suite de la première partie de cette étude, l'effort portera sur la mise en échec de la notion même d'équilibre, consécutivement à la mise en question des marches qui devaient y mener, à savoir la symétrie et l'harmonie. En effet, l'idée au sens platonicien du soubassement ontologique, de sa validité universelle et de son indépendance de toute réflexion interrogative, revient à attribuer à la notion d'équilibre le privilège de l'existence et de ce fait de l'achèvement. Le chariot. L'équilibre en dehors du temps, se laisser pour compte de la science économique orthodoxe. Il semble essentiel de retenir au départ que le concept de la quatrième dimension a été relégué l'arrière-plan de la recherche, ou même effacé en tant que tel. Nous verrons que cette lacune subsiste encore aujourd'hui, à l'exception du courant hétérodoxe. L'idée d'équilibre peut au départ être envisagée comme un processus en termes d'approche. Or, le rôle que joue le temps au-delà de la problématique proprement économique se prête à une double interprétation, comme le souligne Betty Bunn, en tant que concept logique ou de façon simplement calendaire. Le problème posé par l'interprétation logique est alors l'exclusion du raisonnement de l'incertitude, autrement dit de l'inattendu, déjà présent dans les écrits de F.H. Knight et cité par Bunn. De toute évidence, l'interprétation logique du facteur temps est incompatible avec les points de vue défendus depuis toujours par les tenants de la théorie économique hétérodoxe, puisqu'il n'y aurait pas de place pour l'inattendu, quel que soit le nom qu'on lui donne. La voie serait toute tracée, du moins dans le contexte de la logique. On pense ici à des philosophes de notre époque parlant de la fonction rectificatrice et pacifiante des mathématiques. De façon plus abrupte, on pourrait dire alors que l'ordre règne, ce qui signifie que nous serions ramenés au concept déjà mis en relief, celui de l'harmonie. Or, ceci implique fatalement de reconnaître à l'interprétation logique du temps une forte connotation idéologique dont la présence sera discutée par la suite. Or, si dans la poursuite de l'examen de la notion d'équilibre et de son existence envisagée, il sera certes fait allusion aux grands économistes et aux différents courants de pensée, il n'y aura pas de chronologie stricte au profit de recoupements qui devront permettre de justifier in fine des initiatives proposées dans la troisième partie de l'étude. 2. Quel laisser-faire ? Les commentaires ci-dessus, concernant l'Antiquité et allant jusqu'au Moyen Âge, s'inscrivent dans un contexte plus large que celui de l'économie, englobant l'ensemble de la vie sociale, les inégalités et les efforts des gouvernants de maintenir un cadre de vie accepté par la communauté des citoyens. Ainsi, ce n'est qu'à l'aube des temps modernes que la réflexion s'adresse plus particulièrement au fonctionnement de l'économie ainsi qu'à ses dysfonctionnements remarqués. Au départ, on ne saurait échapper à l'image de la main invisible d'Adam Smith qui conforte depuis des siècles la pensée libérale. À ce sujet, Joanne Robinson a affirmé en 1946 que The hidden hand will always do it work, but it may work by strangulation. Rappelons également ici un avertissement datant de bien avant celui prononcé par Joanne Robinson, et appartenant à Simonde de Sismondi, confère ci-dessus. Gardons-nous de la dangereuse théorie de cet équilibre qui se rétablit de lui-même. Un certain équilibre se rétablit, il est vrai à la longue, mais c'est par une effroyable souffrance. Il est alors utile de rappeler le contexte de cette citation, qui fut celui de la discussion autour du salaire minimum imposé par un gouvernement. Ce qu'elle avait voulu exprimer était l'absence d'une garantie que le salaire d'équilibre pratiqué sur un marché, et assurant en effet le plein emploi, serait en même temps un salaire de subsistance, ou salaire décent, living wage. Ce propos keynésien appartient donc au XXe siècle et sera repris ultérieurement. Ajoutons tout de même dès maintenant que le climat économique et social de l'Angleterre d'aujourd'hui n'est guère à l'opposé de la toile de fond qui avait motivé jadis le commentaire de l'illustre économiste de Cambridge. Adam Smith était-il croyant ? Si la question peut paraître surprenante, elle n'en est pas moins essentielle dans le contexte global de cette étude qui veut démontrer qu'une régulation des flux financiers sera à même de prévenir des effondrements comme ceux que nous avons déjà connus, et d'autres à venir qui pourraient nous laisser avec des débris du système de marché, si des garde-fous ne sont pas définitivement installés.
À la place du passant sursautant devant les débris du pot de fleurs, la chute pourrait alors mettre en danger le système dans son ensemble. Pourquoi la croyance Adam Smith, si elle est avérée, est-elle importante au plan de la discussion du libéralisme naissant? La réponse à cette question a une signification majeure dans le contexte de la théorie de l'équilibre général qui s'efforce encore de nos jours, bien que le plus souvent de façon plus subtile, de s'opposer à une régulation efficace des flux financiers. Sans vouloir revenir sur l'image du monarque bienveillant protégeant la masse de ses... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.